La porte claqua avec un bruit sec, et le loquet tourna 2 fois avant que le silence ne retombe sur la demeure. Dans la cave, Miguel, 4 ans, tremblait dans le petit réduit sans fenêtre qu'on appelait la chambre noire, serrant ses béquilles contre lui comme des boucliers. Ce n'était qu'un verre cassé, pensait-il, essayant d'avaler les sanglots qui feraient trop de bruit. Au-dessus, les couloirs impeccables étouffaient les sons et les fautes. Dans la cuisine, Claudia laissa tomber le chiffon, le cœur battant à tout rompre, reconnaissant l'écho d'un cri dont elle connaissait déjà l'origine. Ce n'était pas la première fois, mais ce serait la dernière qu'on ferait semblant de ne rien entendre. Quelques jours plus tôt, en montant la route vers Mégève, Claudia tenait sur ses genoux un sac en toile contenant 2 changes de vêtements, une photo de ses enfants, Raphaël et Marianne, et l'adresse d'un emploi qui promettait salaire, toit et repas contre 6 mois de service. Veuve de Jean, mort dans un accident de chantier, elle s'était enfoncée dans les dettes et les décisions impossibles. Son fils aîné avait quitté l'école pour travailler, sa fille perdait courage, et sa belle-mère faisait ce qu'elle pouvait. Le Bommet Montmartial, le domaine Varela, apparut au bout d'une allée bordée d'hortensias, comme une promesse de nouveau départ. La demeure se dressait contre le ciel des Alpes, blanche et froide, comme un bloc de marbre taillé dans l'indifférence. Les fenêtres à carreaux réfléchissaient la lumière sans la laisser entrer. Claudia ajusta son foulard, inspira profondément l'air parfumé de résine et de foin coupé et sonna. Celle qui ouvrit la porte fut une promesse de glace. Louise, blonde, mince, impeccable, souriant sans les yeux. Elle énonça des règles qui sonnaient comme des verdicts. Silence, ordre, discrétion. Et une interdiction précise. Ne jamais intervenir auprès de Miguel, enfant spécial dont elle avait la charge directe. Claudia acquiesça. Intérieurement, elle nota la dureté du ton et la gravité de l'avertissement. Son instinct, forgé dans une enfance où les cris vivaient derrière les portes, résonna comme une alarme lointaine. Le père, Vincent, directeur d'hôtel, traversa la matinée suivante, comme s'il passait dans un hall d'aéroport. Costume anthracite, attaché casse en cuir, message pressé sur son téléphone, absence devenue à habitude. Il descendit au garage sans un mot et partit dans sa Mercedes noire, laissant derrière lui le sillage de ses obligations et le parfum étouffant de son tour de toilette hors de prix. Peu après, Claudia entendit des pas traînants dans l'escalier et le bruit régulier du caoutchouc sur le marbre. Elle vit Miguel descendre marche après marche, le corps frêle, soutenu par ses béquilles, les yeux grands ouverts, demandant la permission d'exister. Ses cheveux châtains tombaient en mèches désordonnées sur son front et ses vêtements, un pull trop grand, un pantalon beige, pendaient sur lui comme sur un cintre. Son bonjour, à peine prononcé, la voix tranchante de Louise fendit l'air comme un couteau. Miguel, retourne dans ta chambre. Tu sais que tu ne dois pas descendre sans qu'on t'appelle. L'enfant se figea, puis hocha la tête en silence avant de faire demi-tour. Le regard d'avertissement adressé à la domestique disait clairement que la curiosité se payait cher ici. Les heures suivantes révélèrent le schéma par fragments, jouets cassés jetés à la poubelle pour qu'il apprenne les conséquences. Manches longues même sous la chaleur inhabituelle de ce mois de juin pour cacher les marques, ordre pour qu'il n'existe pas quand il y avait des invités. Lors du déjeuner, Louise mangea seule à la table de la salle à manger, pendant que Miguel recevait son plateau dans sa chambre. Claudia, servant le potage de légumes, remarqua que l'enfant n'avait droit qu'à une portion maigre. Il ne finit jamais son assiette de toute façon, commenta Louise avec un haussement d'épaules parfaitement calculé. Inutile de gaspiller. L'ancien instinct de Claudia résonna plus fort. Elle connaissait ce type de cruauté déguisée en pragmatisme. Elle avait grandi avec. Chaque détail s'ajoutait aux autres comme les pièces d'un puzzle qu'elle aurait préféré ne jamais assembler. Mais maintenant qu'elle voyait l'image se former, impossible de détourner le regard. Quand Louise sortit pour ses rendez-vous, en réalité des après-midi au spa thermal ou des déjeuners avec ses amis du club de bridge, et qu'un bruit sourd retentit à l'étage, Claudia monta sans demander la permission. Son cœur cognait dans sa poitrine, mais ses jambes avançaient d'elles-mêmes, guidées par ce même réflexe qui l'avait fait protéger ses propres enfants toute leur vie.
Elle trouva Miguel assis par terre, front rougi par un choc, essayant d'atteindre un livre de dragon sur une étagère trop haute. Le volume était épais, relié de cuir rouge, et brillait sous la lumière qui entrait par la fenêtre mansardée. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. « Tu t'es fait mal ?» demanda Claudia en s'agenouillant près de lui. Miguel secoua la tête avec vigueur, terrifié. « Je voulais juste le livre. Maman me le lisait avant. Elle disait que mes béquilles étaient comme les épées des chevaliers qui tuaient tous les dragons. Sa voix était si douce qu'on aurait pu la manquer dans le bruit d'une respiration. » Claudia sentit quelque chose se briser en elle. « Et maintenant ?» demanda-t-elle doucement. « Maintenant, Louise dit que je suis un fardeau, que je casse tout, qu'il faut me cacher quand il y a des invités parce que je fais peur aux gens. Et que si je parle à papa, elle m'enverra dans un centre pour les enfants à problème. » Les mots sortaient comme une confession, libérant un poids trop lourd pour des épaules si petites. Claudia lui tendit la main. « Je vais t'aider à l'attraper, ce livre, et je vais t'écouter autant que tu veux, d'accord? » Miguel la regarda avec des yeux qui oscillaient entre l'espoir et la méfiance. Puis il murmura « Tu promets de ne pas m'abandonner? » Claudia promit. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle savait déjà qu'elle risquait son emploi, sa sécurité, peut-être même sa liberté. Mais il y avait des lignes qu'on ne pouvait pas laisser franchir. Pas devant un enfant qui demandait simplement le droit d'exister. La décision de le protéger s'imposa comme un souffle. Claudia improvisa une routine clandestine, tissée dans les interstices du quotidien. Goûter en forme d'étoiles découpées dans du pain de mie et garni de confitures d'abricots, feuilles et crayons de couleur dissimulés sous son tablier. Moment volé à la vigilance de Louise. Elle découvrit que Miguel n'avait pas de déficience mentale, comme Louise aimait à le suggérer avec un soupir théâtral devant ses amis. Il avait de l'intelligence, de l'imagination, une mémoire prodigieuse pour les histoires de dragons et de chevaliers, et surtout une peur immense qui étouffait tout le reste. Son handicap physique, séquelle d'un accident vasculaire à la naissance, n'affectait que ses jambes. Son esprit, lui, était parfaitement intact. Un après-midi, alors que Louise était partie à Annecy pour un rendez-vous chez le coiffeur, Claudia osa poser la question qui lui brûlait les lèvres. « Ta maman, comment était-elle? » Miguel leva les yeux de son dessin, un dragon vert entouré de flammes oranges. Elle souriait tout le temps. Elle disait que j'étais son petit héros. Quand je tombais, elle me relevait et disait que les chevaliers tombent 100 fois, mais se relèvent 101 fois. Elle est partie dans le ciel après l'accident de voiture. Papa a dit qu'elle ne reviendrait jamais. Sa voix se fait là. Et après, Louise est arrivée. Au début, elle était gentille. Puis elle a dit à papa que je prenais trop de place, que je coûtais trop cher en médecin et en béquilles, que c'était mieux si j'étais invisible. Claudia serra les poings. Elle découvrit aussi la mécanique du chantage. S'il parlait à son père, on l'enverrait dans un centre pour enfants à problème, loin de tout ce qu'il connaissait. Louise avait construit sa prison avec des mots, chaque menace une barre supplémentaire. Consciente de marcher sur un fil, Claudia prit une décision qui changerait tout. Elle devait parler à Vincent, même si cela signifiait perdre son emploi, même si cela signifiait retourner à la précarité. Certaines batailles ne se choisissent pas. Elles s'imposent. Claudia alla trouver Vincent à son bureau, un soir où il était rentré plus tôt que d'habitude. Le ciel au-dessus de Mégève virait au rose pâle, annonçant la tombée de la nuit. Elle frappa à la porte de la bibliothèque, où il consultait des rapports financiers, une coupe de vin rouge posée près de son ordinateur portable. « Monsieur Varela, puis-je vous parler? C'est important. Ça concerne Miguel. » Il leva les yeux, visiblement contrarié d'être dérangé. « Qu'est-ce qu'il a encore fait? » soupira-t-il. Ce « encore » révélait tout, l'habitude de considérer son fils comme un problème plutôt que comme une personne. Claudia rassembla son courage. « Il n'a rien fait, monsieur, mais il souffre. Votre épouse, elle le traite d'une manière qui n'est pas juste. Elle l'enferme, le prive de nourriture, le cache quand vous avez des invités. Il a des bleus sur les bras.
Il a peur tout le temps. Vincent fronça les sourcils, l'incrédulité réflexe de ceux qui préfèrent voter, qui préfèrent repousser ce qui leur fait mal à voir. Louise est stricte, c'est vrai, mais Miguel est un enfant difficile, il a besoin de discipline. Vous ne connaissez pas toute l'histoire. Alors, racontez-la moi, répondit Claudia avec une fermeté qui la surprit elle-même. Ou mieux encore, quand avez-vous parlé pour de vrai à votre fils, pour la dernière fois? Quand avez-vous écouté ce qu'il avait à dire? Le silence qui suivit fut lourd. Vincent posa son verre, la mâchoire serrée. Mais quelque chose dans son regard avait changé. Le doute s'était faufilé comme une fissure dans un mur qu'il avait cru inébranlable. Je travaille beaucoup pour lui offrir une vie confortable, pour payer ses soins. Il n'a pas besoin de confort, monsieur. Il a besoin de vous. Il a besoin de savoir qu'il compte. Parlez-lui. Une seule fois, vraiment. Et vous verrez. Cette nuit-là, Vincent ne dormit pas. Les mots de Claudia résonnaient dans sa tête comme des cloches d'alarme qu'il avait ignorées trop longtemps. Le lendemain matin, Vincent entra dans la chambre de Miguel avant même que Louise ne se réveille. Son fils était assis sur le lit, occupé à dessiner un château entouré de douves. Il leva les yeux, surpris et légèrement effrayé par cette visite inhabituelle. « Miguel, » dit Vincent en s'asseyant sur le bord du lit. « Je peux te parler? » L'enfant hocha la tête, posant son crayon avec précaution. « Tu es heureuse ici? » La question prit Miguel au dépourvu. Personne ne lui avait jamais demandé cela. Il baissa les yeux, cherchant les mots justes, ceux qui ne déclencheraient pas de colère. « Je ne sais pas, papa. Est-ce que Louise est gentille avec toi? » Le silence dura trop longtemps, puis Miguel remonta lentement sa manche gauche. Une série de bleus jaunâtres marquait son avant-bras, là où des doigts avaient serré trop fort. Vincent sentit son sang se glacer. « Elle dit que c'est pour mon bien, » murmura Miguel. « Que je dois apprendre à ne pas être un fardeau. Que si je parle, tu m'enverras dans un centre et je ne te reverrai plus jamais. » Les mots sortirent en cascade, comme une digue qui cédait enfin. Miguel parla de la cave, du réduit sans fenêtre où on l'enfermait quand il faisait trop de bruit, des repas sautés, des jouets confisqués, de l'interdiction de descendre quand il y avait des invités. Il parla aussi de sa mère, de comment elle le faisait rire, et de comment, depuis qu'elle était partie, il avait l'impression d'être devenu invisible. Vincent écouta, le cœur serré dans un étau. Chaque phrase était un coup de poing. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Comment avait-il laissé son chagrin et son travail construire un mur entre lui et son propre fils? « Miguel, » dit-il d'une voix tremblante, « je suis désolé. Je suis tellement désolé. Plus jamais personne ne te fera du mal. Tu m'entends? Plus jamais. » Pour la première fois depuis des mois, Miguel pleura. Mais cette fois, il n'était pas seul. Le hasard finit par tout dévoiler. Louise avait organisé un goûter caritatif pour ses amis du club de bridge, l'une de ces réunions où l'on parle de bonnes œuvres tout en buvant du champagne dans des flûtes en cristal. Le salon résonnait de rires polis et de conversations superficielles. Miguel avait reçu l'ordre strict de rester dans sa chambre. Mais l'enfant, encouragé par les conversations secrètes avec Claudia et la nouvelle attention de son père, avait osé descendre discrètement à la bibliothèque pour chercher son livre de dragon. Il voulait montrer à papa les illustrations de son chevalier préféré. Le parquet ciré était traître. Miguel glissa, sa béquille se brisa avec un craquement sec, son genou s'écorcha contre le bord d'une marche et le cri de douleur résonna dans toute la demeure comme une sirène d'alarme. Les invités, déconcertés, virent Claudia accourir depuis la cuisine et Louise surgir du salon, le visage transformé par une rage froide. « Miguel, » siffla-t-elle entre ses dents. « Monte dans ta chambre, immédiatement. »« Mais il est blessé, » intervint l'une des invitées, une femme aux cheveux gris qui semblait sincèrement préoccupée. « Il va bien, ce n'est rien, il cherche juste l'attention. Miguel, j'ai dit, monte !» L'enfant tenta de se relever, mais la béquille cassée rendait l'équilibre impossible.
Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues, tandis qu'il essayait désespérément d'obéir. « Laissez-moi au moins le soigner, » dit Claudia d'une voix ferme. Le regard que lui lança Louise aurait pu faire fondre l'acier. « Vous ne faites pas partie de cette conversation, » répondit-elle avec un sourire glacial. « Retournez en cuisine. » Les regards échangés entre les invités suffirent à faire tomber le masque de perfection. On murmura, on fronça les sourcils, on nota mentalement que quelque chose n'allait pas dans cette maison impeccable. Ce soir-là, après le départ des invités partis plus tôt que prévu, Louise déversa sa colère dans la cuisine, loin des oreilles indiscrètes. Mais elle commit une erreur. Elle avoua. Miguel était un fardeau, une limitation, un défaut. Le plan de l'envoyer dans un internat adapté était déjà en marche. Claudia écouta, le ventre noué, et calcula les risques. Cette nuit-là, vers 2 heures du matin, Claudia entendit des pas dans le couloir et le bruit caractéristique d'un verrou qu'on ferme. Elle se redressa dans son lit, le cœur battant, et suivit les pleurs étouffés jusqu'à la petite porte au bout du couloir, celle qu'on gardait toujours fermée. Elle essaya de l'ouvrir. Verrouillée de l'extérieur. « Miguel, » chuchota-t-elle, « tu es là? » Un sanglot étouffé lui répondit. Sans hésiter, Claudia retourna dans sa chambre, prit un couteau à beurre dans le tiroir de sa table de nuit, un objet qu'elle gardait pour couper les fruits le matin, et força la serrure avec une détermination née de la rage et de la peur. La porte s'ouvrit sur l'obscurité complète. L'odeur d'humidité et de renfermer la frappa comme une gifle. Elle alluma la lampe de son téléphone et découvrit Miguel recroquevillé dans un coin du réduit, tremblant de froid et de terreur, serrant ses béquilles cassées contre lui. « Viens, mon petit, viens avec moi. » Elle le prit dans ses bras, il pesait si peu, et le porta jusqu'à sa propre chambre. Elle le coucha dans son lit, le couvrit de sa couette la plus chaude, et s'assit près de lui, caressant ses cheveux jusqu'à ce que les tremblements s'apaisent. « Tu ne retourneras jamais là-dedans, » murmura-t-elle. « Je te le promets, plus jamais. » Miguel la regarda avec des yeux encore pleins de larmes. « Mais Louise va être en colère. »« Laisse-moi m'occuper de Louise. » À 7 heures du matin, quand Vincent descendit pour son café encore en pyjama, Claudia l'attendait dans le hall. Sans un mot, elle le conduisit au réduit, ouvrit la porte et le laissa voir de ses propres yeux. Les murs humides, l'absence totale de lumière, l'espace si petit qu'un adulte ne pouvait même pas s'y tenir debout. L'horreur fut immédiate, la culpabilité aussi. « Depuis combien de temps ?» demanda Vincent d'une voix blanche. « Depuis que je suis arrivé, peut-être avant. » Vincent ferma les yeux. Quand il les rouvrit, ce n'était plus le même homme. La confrontation eut lieu dans le salon à 9 heures du matin. Louise descendit, impeccable comme toujours, surprise de trouver son mari encore à la maison. « Tu n'es pas au bureau ?» demanda-t-elle avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Assieds-toi » dit Vincent d'une voix qu'elle ne lui connaissait pas. Il lui montra des photos prises par Claudia. Les bleus sur les bras de Miguel, la cave, la béquille cassée. Il énuméra les témoignages. Celui de Claudia, celui de Miguel, celui même d'une des invitées du goûter qui avait appelé le matin même, inquiète pour ce pauvre petit garçon. Louise tenta de se défendre, parlant de discipline nécessaire, de enfants difficiles, de méthodes éducatives que les gens ne comprenaient pas. Elle qualifia de discipline ce que tout autre nommerait torture. « C'était pour son bien, » dit-elle avec un calme glacial. « Il doit apprendre les limites. Tu ne peux pas comprendre. Tu n'es jamais là. » Vincent se leva, tremblant de colère contenue. « Sors de cette maison, maintenant. Tu ne peux pas. »« Si, je peux. Et si tu essaies de contester, je porte plainte. Pour maltraitance sur mineur. Et crois-moi, avec les témoignages et les preuves que j'ai maintenant, tu n'auras aucune chance. » Face à son fils en larmes et aux preuves matérielles, les mots de Louise perdirent leur poids. Le choix du père s'aligna enfin sur son instinct. Protéger Miguel, éloigner Louise, mettre fin à un mariage dont le prix était la peur de l'enfant. Louise quitta la maison comme elle y était entrée, élégante, froide, plus soucieuse de sa réputation que de réparation.
Elle partit dans sa voiture de sport rouge, ne regardant pas en arrière, déjà en train de préparer sa version des faits pour ses amis. Dans le salon, Vincent s'agenouilla devant Miguel. Plus jamais, dit-il en le serrant dans ses bras. Plus jamais je ne laisserai quelqu'un te faire du mal. Je te le promets. Et cette fois, c'était une promesse qu'il tiendrait. 3 ans plus tard, par une matinée ensoleillée de juin, le jardin du domaine Varela résonnait de rires d'enfants. Miguel, maintenant 7 ans, courait sur la pelouse avec Raphaël et Marianne, les enfants de Claudia. Ses nouvelles béquilles, plus légères, ergonomiques, décorées d'autocollants de dragon, ressemblaient vraiment aux épées magiques dont parlait sa mère disparue. La maison avait changé. Les couloirs ne sentaient plus le silence et la peur, mais la cuisine de Claudia, tarte aux pommes, pot au feu, pain frais sortant du four chaque dimanche matin. Les rires remplaçaient les ordres secs. Les portes restaient ouvertes et on entendait maintenant de la musique, comptines, chansons de Disney, parfois même du flamenco que Claudia écoutait en préparant le dîner, nostalgique de ses racines andalouses. Vincent avait pris un congé sabbatique de 6 mois pour réapprendre à être père. Ils avaient voyagé ensemble, Miguel et lui. Paris pour voir la tour Eiffel que l'enfant dessinait sans cesse. Disneyland où Miguel avait rencontré ses héros. La Côte d'Azur où ils avaient construit des châteaux de sable. Ils avaient parlé de la vraie maman, celle qui était partie dans le ciel, et Vincent avait pleuré en racontant comment l'accident de voiture lui avait arraché l'amour de sa vie. Comment, dans son chagrin, il s'était réfugié dans le travail et avait laissé entrer le mauvais ange. Je pensais que si je ne te regardais pas, je ne verrais pas ta mère en toi, avait-il confessé un soir sur la plage de Nice. Mais je me trompais. Tu es le plus beau morceau d'elle qui reste, et je suis désolé d'avoir mis si longtemps à le comprendre. Claudia, autrefois simple employée temporaire venue de la vallée avec un sac en toile et 2 changes de vêtements, était devenue l'axe de cette famille reconstruite. Vincent lui avait proposé bien plus qu'un emploi. Il lui avait offert une place, un foyer, et quand le temps avait été prêt, 2 ans après le départ de Louise, son cœur. La demande en mariage avait eu lieu dans la bibliothèque, là où tout avait commencé, devant le livre de dragon que Miguel avait voulu attraper ce jour lointain. « Tu as sauvé mon fils », avait dit Vincent en s'agenouillant. « Tu m'as sauvé moi. Maintenant, laisse-moi passer le reste de ma vie à te rendre heureuse. » Ils s'étaient mariés simplement, dans le jardin transformé en prairie de fleurs sauvages. Pas de smoking ni de robe à traîne, juste des vêtements blancs et confortables. Entouré de ceux qui comptaient vraiment, quelques amis proches, la belle-mère de Claudia venue en train depuis Toulouse, et surtout les 3 enfants qui formaient déjà leur propre tribu inséparable. Le juge avait demandé s'ils promettaient de s'aimer et de se protéger mutuellement. Les 5 voix, Vincent, Claudia, Miguel, Raphaël et Marianne, avaient répondu ensemble. « Nous le promettons. » Ce jour-là, Miguel avait traversé la pelouse sans aide pour la première fois, portant fièrement un coussin en velours bleu avec les alliances, ses béquilles posées contre le grand chêne comme des épées au repos après la bataille. Il avait préparé une surprise. Un tableau peint à l'école, encadré avec soin. 5 silhouettes se tenant la main devant une maison qui ressemblait étrangement au domaine Varela, un cœur rouge dessiné sur la poitrine de Claudia et en grandes lettres colorées, chacune d'une couleur différente. « Ma famille pour toujours ». Le soir venu, depuis la terrasse en pierre où ils aimaient prendre le café après le dîner, Vincent et Claudia regardaient les enfants jouer sous les étoiles qui commençaient à percer le ciel mauve. Les béquilles de Miguel gisaient dans l'herbe fraîchement coupée. Il en aurait encore besoin longtemps, peut-être toujours, les médecins restaient prudents, mais elle ne pesait plus le même poids. « Tu crois qu'il s'en souviendra ?» demanda Vincent doucement. « De « avant ?» Claudia prit sa main. « Il se souviendra, mais ce ne sera plus ce qui le définit. Il se souviendra surtout qu'on l'a sauvé, que son père a choisi de le voir, et ça, c'est ce qui compte. » Miguel leva les yeux vers eux à ce moment-là et leur fit un grand signe de la main, le sourire éclatant dans la lumière déclinante. Raphaël et Marianne l'imitèrent et les 3 enfants coururent vers la maison en criant qu'ils avaient faim. Vincent et Claudia échangèrent un regard complice. « Oui,
Cette vie était bruyante, parfois chaotique, remplie de disputes pour les jouets et de crises au moment du coucher. Mais c'était leur chaos, leur bruit, leur lumière. Parce qu'à la fin, ce qui sauve un enfant, ce n'est pas l'absence d'obstacles. C'est la présence de quelqu'un qui dit ⁇ Je te vois, tu comptes, et je ne t'abandonnerai jamais ⁇ Et dans cette maison où tout avait commencé, dans l'obscurité d'une cave, la lumière ne s'éteignait plus jamais complètement. Le livre de dragon trônait maintenant dans le salon à portée de main. Et chaque soir, tour à tour, Vincent ou Claudia en lisaient un chapitre à haute voix pendant que les trois enfants écoutaient, blottis sur le canapé. Parce que les meilleures histoires sont celles où les chevaliers tombent, se relèvent et découvrent que leurs épées magiques les attendaient depuis toujours. Il suffisait d'avoir le courage de les saisir.